premières sources d'images pédoporno que l'on trouve en ligne sont des photos postées par les parents. Ok, tonton, il t'a fait des choses pas très chouettes. Je te rappelle quand même à Noël, chaque année on est 30, hein. On est tous réunis. Est-ce que tu veux qu'à cause de toi, on ne puisse plus venir? Vous vous connectez là, maintenant, tout de suite sur Facebook, vous allez avoir une tonne d'enfants à moitié nus postés. Quand c'est intrafamilial, c'est se dire aussi qu'une personne avec qui on vit, une personne qu'on aime, une personne avec qui on a grandi est capable de faire ça. C'est très compliqué. Il faut faire très très attention à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 4-4-2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Thénard et Ariane. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes respectivement, vous Cédric, président fondateur de l'association Les Enfants d'Argus, et vous Ariane, vous êtes bénévole de la structure. Alors, pour planter un peu le décor très rapidement, l'association Les Enfants d'Argus, elle a pour vocation de lutter contre la pédocriminalité. Et une des raisons pour lesquelles vous avez le visage flouté, Ariane, c'est que justement, vous avez un rôle actif au sein de cette association. Vous êtes à la fois enfant virtuel et enquêteur. On verra ça un peu plus tard lors de cette interview. Vous allez nous expliquer en détail quel est votre rôle au sein de la structure. Alors, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et surtout vous, Cédric, d'avoir fait le déplacement depuis le Luxembourg. Et je sais que vous êtes pris en plus par le temps juste après. Et merci également, Ariane, de témoigner. L'association Les Enfants d'Argus, c'est une association qui est assez jeune. Elle a été créée il y a 4 ans à peu près. Avant de parler des actions que vous menez au quotidien, Cédric, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à lancer cette structure. Vous étiez animé par quoi au tout début? J'aime beaucoup quand on me pose cette question, puisque si on regarde les chiffres qui sont assez parlants, 160 000 enfants d'une manière générale agressés par an, pour reprendre juste la France, ce qui représente à peu près 400 enfants par jour. Quand vous regardez les chiffres de la pédocriminalité en ligne ou concrètement, malheureusement, dans des maisons, quand on regarde les chiffres, on est un peu abasourdi. Quand les gens me demandent pourquoi nous on fait ça, et en tout cas au sein de l'association, je préfère vous demander pourquoi vous le faites pas. Pourquoi on laisse autant d'enfants se faire abuser, se faire agresser, alors que tout le monde connaît les chiffres aujourd'hui. Voilà, c'est la réponse un peu facile que je me permets de faire aux journalistes de manière générale, mais pourquoi nous, en tout cas, on fait ça au sein de l'association? Je pense qu'on est tous poussés par l'amour des enfants, un amour véritable, et en tout cas une protection, en tout cas, de ces enfants, et on a un peu du mal à comprendre que d'autres puissent leur faire du mal à ce point-là, en tout cas. Et moi, c'était surtout, la question vous concerne vous tout particulièrement et personnellement, c'est pourquoi vous vous êtes lancé, puisque vous êtes le fondateur, vous êtes le président de cette association. Pourquoi en 2020, vous décidez de créer Les Enfants d'Argus? Est-ce que vous avez été touché personnellement par le problème? Alors effectivement, on devrait tous militer et s'engager dans un milieu associatif. Je vous rejoins sur ça. Mais ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent sans doute pour créer une telle structure. Alors, pour quelles raisons en 2020 vous vous dites alors, président, ça veut pas dire grand-chose. Je suis pas tout seul, on est beaucoup. Seul, je ferai pas grand-chose. Étonnamment, l'association elle a été créée entre guillemets suite à des demandes de policiers, vu qu'on faisait un peu la même chose, mais pas assez officiellement, en tout cas, pas sous le coup entre guillemets d'une association loi 1901, et on était un peu maladroit. Des policiers nous ont demandé de monter une structure véritable pour qu'on puisse avoir plus d'écoute, en tout cas être mieux entendu par les magistrats en France. Maintenant, pourquoi moi je fais ça? J'ai pas été abusé. Certains de nos membres l'ont été ou ont eu leurs enfants ou quelqu'un de leur famille qui l'ont été. Mes enfants n'ont pas été abusés non plus, mais j'ai une telle aversion pour ces gens-là que je me dis qu'on se doit de faire quelque chose, en tout cas pour essayer, non pas on s'est repris des fois dans certains médias de traquer les pédos, pas du tout. Nous, notre but serait plus exactement de mettre des barrières entre les enfants et les pédocriminels qui, eux, se font un malin plaisir à traquer, en tout cas, de véritables prédateurs en ligne contre nos enfants.
Alors, qu'est-ce qui distingue justement votre association, les enfants d'Argus, d'autres associations? Est-ce qu'on peut les citer? Je sais pas, au Anti-Pédo, par exemple, la Team Moore, Pédopolis, voilà. Qu'est-ce qui vous distingue? En tout cas, il y a plein d'associations qui font un très très bon travail. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Disons que nous, on s'est un peu différencié par le fait qu'on essaye, en tout cas, de travailler avec les magistrats. On essaye de travailler de manière légale, même si bien d'autres travaillent également de manière légale. On a monté cette structure. Voilà, sans rentrer dans tous les détails. En tout cas. C'est vrai qu'on travaille un peu seul, même si on a été poussé par certains au vu de comment eux ils travaillaient, parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Hein. On n'a rien inventé, hein. Les enfants d'Argus n'ont rien inventé. Ça existait déjà en France ou ailleurs, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays anglo-saxons, qui travaillaient de manière un peu violente. Malheureusement, on a compris assez vite que si on pousse les gens, si on incite les gens, en tout cas, à commettre des crimes, nos dossiers ne seront pas recevables. Donc, on essaye d'être vraiment dans les clous pour que, encore une fois, nos dossiers puissent être acceptés par les magistrats. Alors, vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui, vous êtes venu accompagné d'Ariane. Mais avant de vous donner la parole, Ariane, j'aimerais qu'on fasse la distinction entre la pédocriminalité et la pédophilie. Parce que, est-ce que c'est la même chose? Alors, je vais vous citer peut-être les définitions que j'ai trouvées. La pédocriminalité, ça renvoie aux crimes commis à l'encontre des mineurs, soit dans le cadre d'une agression sexuelle ou d'un abus sexuel sur mineur. Cela peut renvoyer à une exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La pédophilie est une attirance sexuelle d'un adulte envers des enfants, avec passage à l'acte ou pas. Est-ce que c'est juste? Ariane? Eh bien, s'il y a passage à l'acte, on bascule de la pédophilie à la pédocriminalité. La pédocriminalité, c'est justement le passage à l'acte, puisqu'à partir du moment où il y a passage à l'acte sur un mineur, c'est un crime. Et je reprendrai par le fait, passage à l'acte sur un mineur, ou dans certains cas, très nombreux cas, on entend dire les gens, oui, mais moi je ne suis pas un criminel, je me contente de regarder des vidéos. Ça reste un criminel. Et j'aime bien qu'on prenne ce terme de pédocriminalité, il y a bien le terme de crime. On parle pas de gens qui ont une simple attirance vers des enfants et qui ne passent pas le cap, pardon. On parle de personnes qui soit physiquement passent le cap, ou dans certains cas, si on les écoute, se contentent de regarder des vidéos. Mais il faut bien se rappeler que derrière une vidéo pédoporno, donc où il y a des enfants qui sont représentés dans des actes sexuels, c'est des enfants qui sont violés. Donc quelqu'un qui se contente, entre guillemets, de regarder des enfants qui sont violés, ça reste un criminel, ça reste de la pédocriminalité. Et oui, c'est juste de le préciser parce que finalement, un citoyen lambda est bien dans sa tête, à aucun moment ne se dirait « je vais aller visionner ce genre de vidéo ». Normalement. Normalement. Voilà. Et maintenant, pour avoir ce genre de vidéo, alors évidemment, en open source, on arrive à en trouver dans de très rares cas, même s'il y a certains échanges. Maintenant, c'est pas nécessairement deux enfants ou un adulte et un enfant qui seraient mis dans ce genre de position, mais on a très souvent des enfants qui eux-mêmes font des nudes ou font ce genre de choses, et avec l'avènement exponentiel des réseaux sociaux, font ce genre de bêtises, à s'envoyer des vidéos qui sont par la suite après partagées sur les réseaux et se retrouvent dans les mains de véritables pédocriminels. On a aussi, malheureusement, dans les banques de données de pédocriminels, énormément de photos, et c'est la majorité, des photos d'enfants au bord d'une piscine, mais des photos tout à fait basiques que les parents eux-mêmes mettent sur les réseaux sociaux, pensant partager avec leurs amis une journée à la plage, à la piscine, ou je ne sais qu'est-ce. Voilà. Il faut faire très très attention à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Alors on va passer aux actions que mène l'association Les Enfants d'Argus. C'est justement du rôle des bénévoles, puisque vous faites appel en partie au cas des bénévoles finalement dans cette association. Alors Ariane, je l'ai dit en présentation que vous étiez soit enfant virtuel, soit enquêteur. C'est quoi exactement un enfant virtuel ou un enquêteur et un enquêteur? Alors, un enfant virtuel, c'est donc, alors dans l'association, un adulte bénévole qui va se créer un profil d'enfant
Donc en général, on est sur des profils de petites filles de 11 ans, 12 ans, pas plus, qui créent son compte en ligne Facebook, comme le ferait n'importe quel gamin qui a accès à Facebook, et qui va poster des photos, ses loisirs, ou peut-être pas grand-chose, et qui est plutôt passif. Voilà, c'est se présenter sous un profil d'enfant en ligne, et on attend. Un enquêteur au sein de l'association est celui qui va, lorsqu'il y a des contacts entre l'enfant virtuel et des adultes, qui envoie voilà, des contenus qui sont pas forcément adaptés à des enfants. On va envoyer des captures d'écran. Donc ça peut être les échanges, les dialogues, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos qui sont échangées. Et l'enquêteur va essayer de savoir qui envoie tout ça à l'enfant, de retrouver son identité. Alors moi je suis enquêtrice au sein de l'association, pas enfant virtuel, ce sont des rôles donc bien distincts. C'est pas le même travail, c'est pas la même organisation de travail, c'est assez différent. Le rôle d'enfant virtuel est plutôt contraignant, puisque ça nécessite d'être vraiment dans la peau d'un gamin qui est sur Internet, donc se connecter à des heures bien précises, qui sont en dehors des heures d'école, par exemple, des horaires un peu plus libres pendant les vacances scolaires ou les week-ends. Il faut que ce soit crédible, voilà. Comme le ferait n'importe quel enfant, vraiment. Le rôle d'enquêteur est un peu plus libre, puisqu'on peut travailler quand on veut, dès qu'on a un petit peu de temps, sur les contenus qu'on nous envoie et pour faire nos recherches. En open source uniquement, il faut que tout notre travail soit légal et dans la légalité. Ce qui signifie pour l'enfant virtuel de ne jamais être demandeur, de ne jamais susciter chez l'adulte qui est en contact avec lui voilà, un quelconque dérapage. Et ça nécessite pour l'enquêteur de ne récolter des informations sur l'adulte en question que par des moyens légaux. Alors, depuis combien de temps vous êtes enquêtrice finalement pour l'association? Et puis, qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre l'association? Puis après, Cédric peut-être nous décrira les étapes de recrutement. Parce qu'il y a des étapes. Tout à fait. La première question, c'était, je suis là depuis plus d'1 an, peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'est assez récent en fait, mais c'est très intense. C'est vraiment très intense. J'ai rejoint l'association, je pense, parce que je suis suite à un ras-le-bol. Probablement un profond dégoût et un grand ras-le-bol. J'ai imaginé pendant très longtemps, plus jeune, que la pédocriminalité résultait d'actes relativement isolés. Et puis peut-être aussi mû par des circonstances très particulières dans la famille, par un grand malade isolé quelque part. Et puis j'ai découvert au fil du temps, au fil des rencontres, que c'était partout tout le temps, vraiment partout tout le temps, et que les enfants étaient constamment en danger. On donnera peut-être quelques chiffres qui sont assez parlants, mais j'ai souhaité à un moment donné faire quelque chose. Je me suis dit je peux pas rester sans rien faire, mais je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai cherché pendant des mois, j'ai contacté des personnes, j'ai découvert qu'il y avait des associations comme celle-ci qui existaient, et je me disais, être enfant virtuel, est-ce que je saurais faire face à quelqu'un qui me balance des horreurs sans perdre mon sang-froid? Est-ce que je pourrais organiser ma vie, mon travail, pour être présente à des heures bien précises en ligne? Est-ce que je saurais tenir le rythme? Je savais pas. Et puis j'ai fait une rencontre, une deuxième rencontre, et j'ai découvert donc les enfants d'Argus qui font ce travail-là, voilà, d'enquête en ligne. Et je me suis dit, mais travail d'enquêteur, oui, ça pourrait être fait pour moi. Je peux organiser mes horaires, je peux être utile, et je peux contribuer à de temps en temps peut-être permettre à un enfant de ne pas être atteint par un pédocriminel. Alors Cédric, comment recrutez-vous ces enquêteurs ou ces enfants virtuels? Parce que vous êtes vous-même enfant virtuel. Alors, effectivement, je me suis occupé d'un compte sur un réseau social qui représentait un enfant. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a à faire dans l'association, je ne peux plus m'y consacrer, mais on a beaucoup d'enfants virtuels et d'enquêteurs qui travaillent sur à peu près tous les réseaux sociaux. Comment en fait rentrer dans l'association?
sur le site de l'association, on explique tout ça, mais il faut absolument nous montrer patte blanche. Il n'y a pas de cow-boy dans l'association. On fait très très attention à ce qu'on fait. Évidemment, des gens qui auraient été très perturbés par quelque chose qui leur serait arrivé ou qui ne serait pas guéri. Voilà, c'est assez dur. De se retrouver confronté à des images, à des vidéos, ou même à des textes qu'on nous envoie, c'est pas facile. Pour nous rejoindre, c'est tout simple. Nous, on veut savoir avec qui on travaille, donc une pièce d'identité, un casier judiciaire, une lettre de motivation. Évidemment, par la suite, on organisera une visio pour savoir qui est la personne qui nous a envoyé tous ces documents. Et après une formation en interne, les gens seront intégrés dans des équipes qui travailleront par petites équipes pour essayer, donc soit en tant qu'enfant virtuel, comme l'expliquait Ariane, en faisant paradoxalement pas grand-chose sur les réseaux sociaux, ils viennent tout seuls à nous. D'avoir des gens qui viennent à nous, ils viennent très très vite. On a des comptes d'enfants virtuels avec plus de 300, 400, 500 demandes d'amis. Quand vous voyez sur un réseau social un petit encart d'un enfant, c'est quand même assez étonnant qu'on vienne nous demander en ami. C'est jamais par hasard. Il y a toujours derrière une suite malheureusement qui va tourner autour de la sexualité. Et comme l'a très bien expliqué Ariane, à partir de là, nous on fait des captures d'écran dès que la discussion a commencé, sans jamais nous inciter quoi que ce soit, puisque ce sera eux-mêmes qui vont nous faire des demandes d'amis. Et de là, toutes les captures d'écran iront dans les mains d'enquêteurs, qui eux-mêmes vont essayer de trouver le domicile, ou en tout cas la véritable identité. On est aidé, on n'est pas tout seul au sein de l'association, puisqu'aujourd'hui, il y a un cabinet d'avocats parisiens qui nous a rejoints, qui nous fait un travail énorme, le cabinet, dans le 9e arrondissement, et également le REP, Réseau d'enquêteurs privés, sur toute la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, qui nous aident dans nos enquêtes quand nous, on va pas arriver à trouver ou qu'on n'est pas assez rapide. Avant, on disait détective privé, donc ces enquêteurs privés vont nous aider de manière légale à essayer de remonter à qui ils sont. Ils vont par la suite nous transmettre un rapport qu'on pourra joindre à notre dossier pour le procureur auprès de qui on va porter plainte. Est-ce que ces équipes-là, justement, le cabinet d'avocats et les enquêteurs privés, le réseau d'enquêteurs privés, travaillent avec vous de manière bénévole ? Alors, on a une salariée depuis un peu plus d'1 an désormais, mais sinon tous les gens qui sont au sein de l'association travaillent bénévolement. Autant le cabinet d'avocats, Maître Chapelle plus particulièrement, ou tous les réseaux d'enquêteurs privés travaillent tous avec nous bénévolement. Tout le monde, en tout cas, est poussé par cette cause pour essayer, en tout cas, de protéger les enfants. Faire arrêter des gens, ça pourrait être très bien. Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est protéger les gens. Maintenant, malheureusement, on n'est pas décisionnaire des peines qui vont leur être infligées, mais on sait en tout cas le temps qu'ils vont nous parler, le temps qu'ils vont perdre, entre guillemets, à parler à un adulte qui se fait passer pour un enfant légalement, c'est du temps qui, eux, ne vont pas passer à traumatiser les gosses. Pour revenir juste sur la question des bénévoles, est-ce que vous pouvez nous dire de combien de personnes est constituée l'équipe, si vous pouvez répondre à cette question, et comment vous faites aussi pour éviter toute tentative d'infiltration, parce que finalement, vous fournir une pièce d'identité, un extrait de casier judiciaire, et puis après faire une visio, est-ce que des fois, il n'y a pas une personne qui peut passer entre les mailles du filet et être une taupe finalement ? Alors, on me demande souvent cette histoire d'infiltration, mais il n'y a rien à infiltrer, puisque admettons qu'un pédocriminel rentre dans l'association, à un moment ou à un autre, je pense qu'il se fera débusquer peut-être par son comportement, je sais pas, mais nous, on n'a pas de photos d'enfants, on n'a pas de commentaires d'enfants, il n'y a rien qui va pouvoir lui plaire au sein de l'association. On n'est pas un jardin d'enfants, donc il y a... En toute logique, on devrait pas être attiré. Je viens de vous expliquer comment on travaillait. Nous, on cache rien. Et comme j'explique souvent, on me dit oui, mais si vous expliquez comment vous travaillez, des enfants virtuels sur les réseaux sociaux qui ont entre 10 et 12 ans, qui ne font pas grand-chose, qui se font contacter, et nous, par la suite, de manière légale, on va essayer de trouver leur identité et de les faire arrêter. Voilà, je vous ai dit comment on travaillait.
ça n'arrêtera pas les pédocriminels à essayer de traquer les enfants. Très souvent, je reprends cela, vous savez que vous n'avez pas le droit de rouler à plus de 130 km/h sur l'autoroute, pourtant tout le monde le fait, et en toute logique, vous n'avez pas une pulsion sexuelle à le faire. Eux ont des pulsions sexuelles qui ne les arrêteront pas, même s'ils savent très bien qu'ils ne doivent pas le faire, même s'ils pourraient connaître une partie de nos méthodes. Et pour cause, énormément de gens qu'on fait arrêter sont récidivistes, donc ils savaient très bien qu'il fallait pas le faire. C'est pas une découverte à 19 ans pour le plus jeune ou 84 ans pour le plus vieux qu'on a fait arrêter. C'est pas une découverte pour eux qu'on n'avait pas le droit d'abuser, d'agresser, de violer un enfant. Depuis 4 ans que l'association existe, est-ce que vous avez un chiffre à nous donner des pédophiles arrêtés? Alors, les gens arrêtés... Du nombre de dossiers remis... Alors, remis à la justice, c'est juste énorme. À titre d'exemple, au mois de septembre, on a déposé 30 dossiers complets dans les mains de la justice, principalement française et belge. Le nombre de personnes arrêtées, désormais on se porte partie civile, donc on a un retour maintenant. Donc effectivement, il y a de très rares dossiers qui ont été classés sans suite soit par manque de preuves, soit parce que le juge considérait qu'il n'y avait pas assez d'éléments. Les 2 derniers où ça a été le cas, on a fait appel. Et on attend les résultats. On pourrait pas vous dire exactement combien on a fait arrêter de personnes, mais c'est énorme, et plus ça va, plus on a un bon rapport avec les magistrats, très bon rapport avec les forces de l'ordre, qui, même s'ils ne nous poussent pas à faire ce qu'on fait, en tout cas, nous soutiennent. On n'a jamais eu de soucis. Mais parce qu'on travaille dans les clous. Nos procédures sont très strictes, on fait pas n'importe quoi, on n'arrête personne, on se met pas devant un pédocriminel, ça pourrait être aussi bien dangereux pour nous comme pour lui. Les forces de l'ordre sont là pour ça. Nous, on transmet nos dossiers aux forces de l'ordre et ou aux magistrats. Et pourquoi justement vous dites que la police ne vous pousse pas à faire ce que vous faites finalement? Si on commence à pousser tous les citoyens à vouloir faire ce genre de choses, ça va être un peu... ça risque un peu d'être un peu compliqué. Il faut vraiment travailler avec des procédures très strictes. On peut pas faire n'importe quoi. Vous voyez dans certains youtubeurs, en tout cas, ont fait certaines vidéos où eux-mêmes essayent de monter un scénario où ils attrapent un pédocriminel. Dans certains cas, ils le frappent, ils nous font croire qu'ils l'amènent à la police, et ils expliquent aux jeunes ou aux moins jeunes, voilà ce qu'il faudrait faire. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est interdit par la loi, et si jamais vous frappez quelqu'un, quoi qu'il ait fait, et que vous l'amenez dans un commissariat, c'est vous qui allez être arrêté. On peut pas soutirer des informations à quelqu'un en lui frappant dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très très carré dans ce qu'on fait. Et ça marche. Alors je sais qu'il y a quelque chose qui vous fait bondir dès qu'on parle de traque de pédophiles. Ça, vous n'aimez pas trop. Ariane, peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce mot et ce verbe traquer vous hérissent. Oui, ça m'hérisse. Je lis constamment dans la presse, dans les médias, que des associations comme la nôtre traquent ou chassent les pédophiles, en tout cas les pédocriminels, pas les pédophiles, les pédocriminels. En l'occurrence, si on traque, on est soi-même prédateur. Il faut bien entendre que les prédateurs, ce ne sont pas les citoyens qui cherchent à protéger les enfants, ce sont les pédocriminels. Ce sont eux qui chassent les enfants, pas qu'en ligne d'ailleurs, dans la vie de tous les jours aussi, au sein même des familles. Et j'aimerais ne plus voir ce mot, en tout cas, nous caractériser. Nous ne sommes pas des traqueurs. La traque se fait dans l'autre sens. Ce sont les pédocriminels qui traquent. Cédric, vous voulez ajouter quelque chose ? Rien, c'est exactement ça. C'est eux les prédateurs. C'est eux les prédateurs. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, on met de simples barrières entre les vrais enfants et les pédocriminels. Et on le voit toute la journée. Nous, on fait rien sur les réseaux sociaux. C'est eux qui viennent à nous, c'est eux qui viennent nous harceler, et c'est eux qui essayent d'abuser, en tout cas, les enfants qu'on représente. Donc, ce sont de véritables prédateurs. Est-ce qu'il y a un profil type du pédocriminel ? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de profil type d'enfant victime. Tous les enfants mineurs peuvent être victimes selon les choix du pédocriminel. Il n'y a pas non plus de profil type de pédocriminel. Alors il faut savoir que parmi les pédophiles, tout le monde n'est pas
criminels. La pédophilie, c'est une paraphilie, et il y a des personnes qui ne passent jamais à l'acte. Il y a également des pédophiles qui appellent à l'aide, qui se font aider avant de justement mettre en danger un enfant. Donc ils peuvent consulter, ils peuvent être mis sous traitement médicamenteux. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Ils peuvent être accompagnés, il y a aussi des suivis psychologiques. Mais pour la majeure partie d'entre eux, il y a à un moment donné, de toute façon, un passage à l'acte. Alors, il y a deux types de pédocriminels. Enfin, on peut les classer peut-être un peu comme ça. Il y a les pédocriminels qui agissent dans le cadre donc intrafamilial, dans le cadre d'inceste. Et qui ont par ailleurs en général aussi une sexualité qui est aussi conforme, qu'on peut appeler aussi conventionnelle, mais qui par la proximité, par un événement de vie aussi, une situation inversive, un deuil, un accident, une séparation, passe à l'acte sur un enfant de leur entourage, leurs propres enfants, un neveu, une nièce, Et puis les autres pédocriminels, pour les 80% d'entre eux, agissent dans le cadre extra-familial. Alors ça peut être aussi au sein du foyer, ça peut être un babysitter, une babysitter, ça peut être un ami de la famille aussi, donc au sein, dans le cercle de confiance en tout cas. Et puis ça peut être à l'extérieur. L'extérieur, ça va être l'école, le centre sportif, le cours de théâtre, la colonie. Alors, je suis peut-être un petit peu peur comme ça aux parents, mais non, vraiment, c'est partout. C'est partout. Et puis, s'il y a quelque part des pédophiles qui tentent de protéger les enfants en essayant de se faire soigner, il faut savoir que les pédocriminels vont être plus à même, eux, d'aller chercher des métiers, des activités qui vont les mettre en contact avec des enfants, justement. Donc, partout où il y a des enfants, il y a des pédocriminels. C'est aussi simple que ça. Et c'est, de 18 à 98 ans. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle. C'est tout le monde. C'est vraiment tout le monde. Alors, si vous êtes présent sur Internet, ça suppose que les enfants aussi sont finalement très présents sur Internet. Donc, ça pose un vrai problème, finalement. Alors, on pourrait se dire que oui, c'est un problème que les enfants soient sur Internet, mais on est en 2024. Les enfants sont sur Internet, c'est logique. 11 ans, c'est quand même... Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est même plus jeune que ça. Les enfants en CE2, CM1, les parents leur donnent un smartphone. Donc ils ont accès automatiquement à Internet. Mais ils ont besoin d'Internet aujourd'hui. On vit avec Internet. Je suis né en 1970, il n'y avait pas d'Internet et on allait tous jouer dehors et on nous disait de faire attention pour caricaturer tout ça au vieux monsieur qui avait un caniche blanc et qui jouait près des enfants. Aujourd'hui, le vieux monsieur et son caniche blanc, c'est tout le monde et c'est sur Internet. Mais on peut pas empêcher les enfants sur Internet. C'est très souvent ce que j'explique aux gens. S'ils font une bêtise, entre guillemets, s'ils envoient un nude, s'ils vont sur des réseaux qu'ils ne devaient pas aller, si vous privez cet enfant d'Internet, si vous le privez de l'accès à son téléphone, il va prendre le téléphone de son copain et il ira quand même. On doit accompagner nos enfants à aller sur Internet. On peut pas les empêcher d'y aller. C'est pas possible, c'est la vie de tous les jours. On a tous besoin d'Internet. Votre média travaille sur Internet. On fait que consulter Internet toute la journée. Et c'est même pas l'avenir, c'est aujourd'hui, Internet de toute façon. Donc il faut qu'on vive avec. Maintenant, c'est souvent très jeune qu'on leur confie. Mais que faire ? C'est pas, encore une fois, de la faute des enfants qui sont sur Internet Alors, c'est quoi la solution ? Ce serait un travail de prévention, d'en parler plus avec les enfants ? Alors, il y a effectivement un travail de prévention assez important à faire. Il n'est pas très conséquent, ce travail de prévention. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'association e-enfance qui intervient dans les écoles 1 heure. Sur tout le programme scolaire, 1 heure est réservée à la prévention contre la cybercriminalité pour les enfants de 11 à 14 ans, ce qui est très peu pour toute une classe, peut-être avec tout ce qu'il y a à dire et toutes les questions qui doivent être posées. Mais pas seulement pour les enfants, je pense que la prévention doit d'abord et avant tout passer par les parents. Éduquer aussi les parents aux réseaux sociaux, parce que ils viennent d'une génération où c'est arrivé d'un seul coup. Et comme le disait Cédric tout à l'heure, la première source d'images pédoporno que l'on trouve en ligne sont des photos postées par les parents.
par les familles, des photos de vacances, des photos à la piscine, des photos de soirées pyjama, de fêtes, la plupart du temps innocentes et prises dans le cadre de la vie familiale. Voilà, et qui sont repêchables sur Internet, qui circulent, parce qu'un petit garçon, une petite fille torse nu, déjà, c'est beaucoup. Voilà, ça peut procurer beaucoup d'excitation et beaucoup de plaisir pour des grands malades qui vont aller les récupérer, en faire des banques de données, et puis les revendre aussi, ça circule énormément. Et on les trouve très facilement. Vous vous connectez là maintenant tout de suite sur Facebook, vous allez avoir une tonne d'enfants à moitié nus postés. Donc, voilà, de façon tout à fait innocente. Donc peut-être d'abord passer par une prévention pour les parents, et puis également les établissements scolaires aussi, les personnels encadrants, les enseignants, probablement. Oui. Ça demande une éducation, en tout cas, pour ce qui est des réseaux sociaux, une éducation à Internet, oui. Est-ce que justement Internet a entraîné cette augmentation de la pédocriminalité selon vous ou pas du tout? Je pense que j'ai un chiffre par exemple à vous donner. Alors c'est un article de Wanted Pédo publié en 2022 qui titrait « La pédocriminalité explose en France en 2021, plus 40% en un an ». Ça c'est son titre. C'était le Covid. Tout le monde était derrière son ordinateur. On a enfermé des enfants toute la journée avec leurs parents prédateurs. On a enfermé d'autres enfants et d'autres adultes dans des appartements où ils avaient que ça à faire, avoir des accès sur Internet. Et aujourd'hui, parler avec un gosse, arriver à le manipuler pour qu'il vous envoie des photos de lui, c'est très 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 facile. Donc oui, ça évidemment, ça explose très certainement avec Internet, très certainement également aussi avec l'accès au porno qui vient très très facile. Vous avez des catégories teens où vous voyez des femmes qui s'habillent. Alors attention, on est bien dans des cadres légaux, c'est bien des femmes qui ont de la poitrine mais qui s'habillent en petites jeunes avec un cartable et habillées comme une petite écolière qui pourrait pousser certains à aller vers des dérives qui seraient pas très très chouettes. Oui, grâce à l'accès à Internet, on a l'accès aux enfants. Donc ça a dû pousser dans ce sens. Mais ceci étant, c'est pas Internet qui a créé la pédocriminalité. Ça existait déjà bien avant. Et ce tabou dans les familles existera malheureusement encore. Les gens ne prennent pas conscience qu'un enfant qui est agressé, un enfant qui est violé, c'est quelque chose de grave. C'est pas parce qu'on va l'amener à Euro Disney ce week-end qu'il va oublier ou sécher ses larmes. C'est grave. On peut pas mettre quelque chose en balance pour se dire c'est pas si grave que ça, tonton, parrain, ou papa, ou je ne sais qui, ou même dans certains cas des femmes, c'était pas si grave ce qu'elle t'a fait, ce qu'il t'a fait, regarde ce week-end on sort et puis ça ira mieux. Il faut que les gens arrêtent de se dire ça, c'est grave ce qui se passe. Alors justement, est-ce qu'il est déjà arrivé dans vos enquêtes de tomber sur des pédocriminels qui étaient déjà coupables d'actes incestueux ou d'actes au sein même d'une famille? Ouais, voilà. Est-ce que c'est déjà arrivé ça? Malheureusement, oui. Alors, il y a des gens qui sont jamais passés à l'acte, qui vont rester juste à essayer d'agresser les enfants par Internet. Et comme on a eu le cas dernièrement, on a eu un charmant monsieur qui nous a envoyé une vidéo pédoporno où lui-même se filmait en train d'abuser de sa nièce qui avait 7 ans. Il nous envoie cette vidéo pour nous expliquer, puisqu'il pense que nous aussi on a 10, 11, 12 ans, regarde, c'est pas grave, on peut le faire entre adultes et enfants. Il y en a certains bien sûr qui agressent eux-mêmes leurs enfants et qui par la suite essayent d'agresser d'autres enfants. Ou alors vous avez aussi le cas de parents très très protecteurs qui vont protéger leurs enfants et qui vont agresser des enfants qu'ils ne connaissent pas, ou en tout cas qui vont essayer de protéger les leurs. Mais dans le cercle familial, on a souvent des descriptions. À Bar-le-Duc, on avait fait arrêter un chef d'entreprise multirécidiviste qui avait agressé également ses enfants et qui espérait en agresser d'autres en passant par Internet. Bon, on a eu aussi le cas d'un juge qui était à Dijon, qui avait mis en ligne sa fille mineure sur un réseau libertin, je crois. Ouais, il était libertin avec sa femme, parce qu'ils, ma foi, ils sont tous les deux adultes, donc ils font bien un peu ce qu'ils veulent, chacun fait ce qu'il veut. Et sur ce site, ils avaient une boîte mail et il avait proposé la virginité de sa fille, qui me semble avait 11, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Ce monsieur a été arrêté. Sa femme est toujours en fonction. Et on leur a toujours pas retiré la garde de leur gosse. Des choses particulières, je suis pas juge. On a retiré l'autorité parentale, je crois. Oui, mais ils vivent toujours ensemble. Ils vivent toujours ensemble. Ils ont toujours la garde de leur enfant. Voilà, c'est un peu particulier. Je suis pas juge.
Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé quand vous êtes enfant virtuel ou enquêteur, de toutes les images, de toutes les vidéos que vous recevez. Vous l'avez évoqué là juste à l'instant, de cet homme qui envoie une vidéo. Comment on fait psychologiquement pour tenir face à tout ça? Oui. Bon, déjà quand on se lance dans ce genre de mission, en tout cas bénévolement à l'association, on a donc un processus de recrutement. On arrive là aussi parce qu'on sait de quoi il s'agit. On s'attend un petit peu à savoir. Je sais pas si personnellement, je sais pas. On peut s'y attendre plus ou moins. C'est une chose d'imaginer, c'est autre chose que de voir, absolument. Et en réalité, même dans le processus de recrutement, c'est difficile d'évaluer la capacité psychologique à faire face à ça, tant pour nos recruteurs que pour nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à l'association et qui repartent très vite. Et peut-être que quelque part, il y a justement cette idée de ce qu'on va faire et puis la réalité de ce qu'on voit. Ceux qui sont en première ligne, il faut pas l'oublier, ce sont les enfants virtuels. Donc, qui sont dans la peau d'un enfant qui va recevoir des messages, des propos particulièrement difficiles auxquels il ne faut pas réagir, en tout cas pas comme si on était un adulte. Il faut garder son sang-froid, ça peut être très difficile, mais c'est très violent. Des propos, des images et des vidéos. Ce sont les enfants virtuels qui reçoivent tout ça, déjà. En seconde ligne, en tant qu'enquêteur, les propos, on les reçoit de la même façon, même s'ils ne nous sont pas adressés. On les répertorie, on les classe aussi, selon la loi, selon les infractions commises. On est un petit peu plus protégé puisque les enfants virtuels, lorsqu'il s'agit d'images porno ou de vidéos porno, on les reçoit telles quelles, impliquant des adultes. Lorsque des enfants sont impliqués, c'est un petit peu caché. Voilà, on a une description de ce qu'on doit voir sur l'image, c'est flouté, on a un petit carré noir, on est quand même un petit peu protégé. Et aussi d'un point de vue légal, parce qu'on ne peut pas transmettre de contenu pédopornographique, on enfreindrait la loi. Voilà. Donc c'est déjà très compliqué de savoir ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est difficile de faire face. Personnellement, moi je garde à l'esprit que si c'est dur pour moi en tant qu'adulte, qu'est-ce que c'est pour l'enfant? Voilà. Donc si on veut protéger des enfants, il faut qu'on soit capable aussi à un moment donné de supporter ça et de porter ça. Je ne sais pas trop après les retours que toi tu peux avoir sur des enfants virtuels qui préfèrent renoncer parce que... Oui, ça arrive dans certains cas, voilà. que des gens ne tiennent pas. Il y a des gens aussi qui veulent entrer chez nous pour se confronter en fait à tout ça, pour se dire tiens, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est pas une association de complotistes qui nous raconte un peu n'importe quoi? Puis s'aperçoivent que mince, c'est plus atroce même qu'on le pensait. C'est très réel. Voilà. Maintenant, quand on parlait des procédures, on a des procédures très strictes, comme vient de le rappeler Ariane, on n'a pas le droit de posséder des photos pédoporno ni des vidéos. Du moment où le pédocriminel nous en a envoyé, on est dans ce cas-là, on pourrait tomber sous le coup de la loi puisqu'on les détient. Donc dans nos procédures, on prévient évidemment de suite les magistrats ou en tout cas un commissariat ou une gendarmerie pour leur expliquer comment on travaille, et ça sera en tout cas jamais partagé au sein de l'association. Malheureusement, une photo pédoporno nous intéressera pas, évidemment pas l'enfant qui est abusé, mais ce qu'il y a derrière l'enfant. Je me souviens d'une image qui était assez dure d'une enfant qui avait été abusée. Évidemment, la photo par elle-même a été entièrement floutée. Enfin, la photo, en tout cas, l'enfant a été flouté, mais pas ce qu'il y a derrière. On a pu s'apercevoir que c'était dans une chambre et on a fini par faire arrêter le monsieur. Il nous disait qu'il violait sa voisine. On a pu prouver que c'était sa filleule. On est arrivé à le faire arrêter. Mais on est obligé, malheureusement, de regarder un peu ce qu'il y a derrière la photo. Pas l'enfant. C'est déjà très très dur. Après, il faut relativiser tout ça. Des vidéos où le pédocriminel se met en scène en train de violer un enfant, c'est relativement rare. Dans les propos qui sont déjà suffisamment durs, ça c'est tout le temps, évidemment. On a beaucoup de photos, vidéos porno, mais vu qu'on travaille en open source, c'est assez rare qu'ils nous en envoient. Heureusement, d'ailleurs. Voilà. Alors, pour en revenir à la justice, vous avez déclaré que
tous les dossiers que vous amenez en justice ne sont jamais classés sans suite. Pour quelles raisons? Parce que nos dossiers sont légaux. C'est très très rare qu'on a eu mais dans ce cas on fait appel. Si jamais il y a quelque chose, on fait appel. Si on envoie un dossier, c'est qu'on est sûr de notre coup et on va pas entre guillemets embêter les forces de l'ordre ou les magistrats parce qu'un vieux monsieur nous a proposé une sucette. Ça dérive très très vite vers des propos ou des propositions d'actes ou de rendez-vous qui pourraient mettre en danger un enfant. Donc c'est à partir de là qu'on fait des dossiers. Je vous le disais, on a une très bon contact avec la police, gendarmerie, et notamment avec Pharos. Dans certains cas, on n'arrive pas à remonter sur la personne, et on travaille avec Pharos, donc ce site du gouvernement français qui travaille beaucoup sur Internet, que ce soit autant pour des escroqueries que, entre autres, la pédocriminalité. On a très bon contact avec eux, et qui font un travail assez extraordinaire, même si évidemment ils sont pas assez. Et ensuite, une fois que vous déposez le dossier, combien de temps se passe entre le dépôt de dossier et la prise en charge? À titre d'exemple, une affaire sur l'île de Ré, un monsieur, encore une fois récidiviste, mais je vais presque vous le dire à chaque fois, on a prévenu le magistrat le lundi, ce monsieur avait pris contact avec nous un dimanche, si je dis pas de bêtises, en début de matinée, on va dire aux alentours de 10h, le lundi, comprenant la dangerosité de ce monsieur qui habitait sur l'île de Ré, où il était entouré d'enfants, avec ce qu'il nous avait dit, on sentait le danger. On a prévenu le magistrat de La Rochelle, monsieur le procureur, je n'ai plus son nom en tête, qui a de suite appelé la gendarmerie de La Rochelle, et le mardi, ils ont pu interpeller ce monsieur sur un rendez-vous qu'il avait donné à un autre enfant virtuel, où d'ailleurs, quand les gendarmes se mettent devant lui pour l'arrêter, il sort de sa voiture, il descend et de suite il dit oui, je suis venu chercher une enfant. Il était absolument pas gêné. Donc là, vous avez un cas en moins de 3 jours. Dans d'autres cas, ça peut être beaucoup plus long. À nous aussi d'arriver à trouver la personne. Il y a des gens qui se cachent. On a eu un monsieur à Thionville. Son pseudo, c'était Marc Georges. Marc Georges, c'est Paul Dupont, c'est John Smith, ça veut rien dire du tout. Il était relativement fort en tout cas, jusqu'à un jour où en début d'année, je pense peut-être 2 ou 3 ans, on avait tout coupé contact avec lui pendant une petite semaine en lui faisant croire que maman nous avait volé la tablette. Mais ça faisait longtemps qu'on travaillait sur ce monsieur qui était très dangereux et récidiviste, et on n'arrivait pas à le trouver. On avait signalé à la police qui eux aussi n'arrivait pas à remonter sur lui. Mais au bout d'une semaine, comme je vous disais, on a repris contact avec ce monsieur après avoir fait silence. On lui a expliqué que maman nous avait retiré la tablette parce qu'on n'avait pas envoyé les lettres de vœux à toute la famille. Ce monsieur a été un peu piqué et s'est dit moi aussi j'aurais bien voulu avoir une lettre de vœux d'un enfant. Et il a fini par nous donner son identité. Ça a été plus long, mais on a réussi à le faire arrêter. Ce monsieur avait une petite fille de 12 ans, je me rappelle, qui avait été victime. Voilà, ça peut aller très vite, ça peut aller moins vite. Après, la réponse des magistrats, une fois qu'on a envoyé le dossier, ça dépend de la charge de travail qu'ils ont eux aussi. Ils vont bien sûr traiter tout le monde une fois qu'on a déposé plainte, normalement. Mais vous connaissez la charge de travail de la justice en France ou en Belgique, ça peut être très très long. Alors avant de parler des peines, je voudrais qu'on reste sur le cas des procès, parce que vous vous rendez souvent au procès de ces pédocriminels qui sont arrêtés. Vous portez partie civile. Partie civile, tout à fait, c'est ça. D'ailleurs, on a un procès cet après-midi à Reims à 14h. Un procès qui avait été renvoyé en début d'année parce que son avocate avait demandé le renvoi. Donc malheureusement, vous voyez, des fois on va au procès, début du procès 14h, 14h05, on était ressorti, il y a eu un renvoi malheureusement. Donc effectivement, l'association se porte partie civile à chaque fois pour en tout cas faire bien voir à la justice qu'on est là, qu'on suit nos dossiers et qu'on balance pas 3 feuilles comme ça dans le vent et qu'on s'y intéresse pas. Cet après-midi, encore une fois, au procès, on aura une des avocates du cabinet qui va nous aider en tout cas à travailler avec nous en espérant que ce monsieur soit enfin condamné, je sais pas, mais enfin qu'ils comprennent qu'il ne faut plus agresser les enfants. Mais chaque procès, en tout cas, on se porte partie civile et on suit nos dossiers. Oui. Alors, à plusieurs reprises, vous avez évoqué le mot de récidiviste, qui sous-entend que
les peines finalement accrues ou ne sont pas suffisantes? Alors, suffisantes, non, c'est sûr. En tout cas, à notre avis, on pense qu'elles ne le sont pas, puisque ces gens recommencent. Alors, comment faire pour qu'ils ne recommencent pas? Est-ce qu'il leur faudrait des soins? J'ai pas l'impression que ça marche. Dans certains cas, on s'aperçoit qu'ils demandent une castration chimique. Ça existe, hein, les gens pensent que ça n'existe pas, mais si ça existe, ça va agir sur la libido, sur les érections, mais on sait aussi qu'en reprenant des produits, ils auraient à nouveau des érections. Et il n'y a pas assez de médecins, très souvent, pour pouvoir suivre leur prise de médicaments. Je vais être un peu dur, mais pour moi, en tout cas, en cas de récidive, et récidive, ça ne veut pas dire que la personne a abusé de 2 enfants, hein, loin de là. On a eu un cas à Limoges dernièrement où le monsieur avait agressé 58 enfants. Pas 2, hein, 58. Moi, je serais un peu radical, mais dans des conditions dignes, dans des prisons qui pourraient être privatisées, ça existe dans d'autres pays, des peines de prison à vie. C'est un peu bête, mais si la personne ne ressort pas, il n'y aura pas de récidive. Il y a des gens, bien sûr, qui vont hurler, hein, mais je le répète, dans des conditions dignes, une obligation de travail, une indemnisation des victimes, on n'ouvre pas le bagne, on tape pas sur les gens, mais il faut bien comprendre que si ces gens ressortent, ils recommenceront. Quand vous avez des gens qui essayent de vous expliquer le contraire, je suis désolé, on est confronté dans l'association tous les jours à ça. Et dans certains cas, quand c'est un monsieur qui, pour la première fois, est présenté en justice quand il a 70 ans, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'il vient de découvrir la pédocriminalité, c'est qu'il a été suffisamment malin, où les gens se sont tus jusque-là, n'ont rien dit, mais il n'a pas découvert cette passion pour les enfants à cet âge-là. Et on a encore trop de familles qui ne disent rien, qui préfèrent essuyer les larmes du gamin que d'aller porter plainte parce qu'ils ont honte, parce qu'ils pensent que c'est mieux de rien dire, parce que l'enfant va oublier. Mais en tout cas, lui, le pédocriminel, n'oublie pas, et il recommencera jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter, et même s'il se fait arrêter, s'il se fait pas incarcérer par une longue peine, il recommencera. Alors, je voudrais vous citer un cas concret qui est sur votre site internet, parce que vous avez plusieurs coupures de magazines donc, qui ont fait des articles sur vous en vous rendant dans les palais de justice. Donc, j'ai retenu le cas de Thomas, 6 ans, c'était en 2023. Lui, c'était au palais de justice de Carcassonne, pour que les gens se rendent compte un peu du profil, peut-être, et aussi des choses que vous vivez en fait quand vous êtes soit enquêteur ou enfant virtuel. Alors Thomas, il a 36 ans, il est décrit par le journaliste d'un style d'ado attardé. Il lui est reproché, alors tout ça je cite, il lui est reproché d'avoir communiqué avec un enfant virtuel qui se nommait Maëva, âgée de 12 ans, entre mars 2023 et octobre 2023, de lui avoir fait des propositions de nature sexuelle, d'avoir envoyé des photos de son sexe en érection, de lui avoir demandé de se masturber en lui expliquant la marche à suivre. Au total, il y a 180 pages de conversation. Le verdict, après délibération, injonction de soins, interdiction définitive de tout contact avec des enfants et 30 mois de prison, dont 12 fermes, aménageables avec un bracelet électronique. Puis il a été condamné à des amendes, dommages et intérêts. Ouais. Ça fait partie d'un cas parmi... Ouais. Et vous étiez là parce que vous êtes présenté. Oui, j'étais partie civile. Oui, je me suis présenté à ce charmant monsieur qui avait demandé le huis clos d'ailleurs dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il voulait pas qu'il y ait de journalistes ni de public dans la salle parce que son avocat a expliqué qu'il était très perturbé. On peut comprendre qu'il était perturbé surtout parce qu'il s'était fait arrêter. Les vrais enfants qu'il agressait, eux aussi étaient perturbés. Madame la juge, en tout cas qui était là, a refusé le huis clos. Tant mieux. Faut savoir que ce monsieur était prof de boulangerie et qui s'orientait pour être prof d'équitation. Plus de contact avec les enfants, heureusement ça s'est arrêté. Ce monsieur qu'on disait un peu immature et un peu attardé, à son âge, sa petite amie avait 16 ans, et il venait de rompre avec une autre de ses conquêtes qui, elle, en avait 14. Ouais, vous voyez la peine, 30 mois de prison, 12 mois ferme aménageable. Donc aménageable, ça veut dire que ce monsieur aura très certainement une obligation de travail ou de soins, et en général c'est avec un bracelet électronique.
je suis désolé, hein, mais moi, le bracelet électronique, ça me fait bien marrer quand on dit ça, parce que qu'est-ce qu'on sait du bracelet électronique? On sait où est la personne. Formidable. Si ce monsieur a d'énormes pulsions, on sait qu'il est dans une maternelle, on sait qu'il est dans une école. Donc, dépêchez-vous d'aller le chercher, parce que là, il est en train de commettre le pire. Très bien. Je suis pas sûr que ce genre de peine puisse convenir à ce genre de personnage. Malheureusement, enfin, heureusement, ces gens-là ne font pas de troubles à l'ordre public, donc c'est pour ça que les peines ne sont peut-être pas aussi lourdes. Hein. J'ai un peu du mal des fois à m'expliquer, mais voilà, cas concret. Hein. Et on n'était pas les seuls agressés entre guillemets, puisque nous on représentait un enfant virtuel. Il a déjà agressé d'autres enfants. Ça ressort au tribunal. Hein. Sa petite amie de l'époque avait 14 ans. On ne sait pas quoi dire de plus. Hein. 30 mois, c'est ridicule. C'est ridicule. Il mettra jamais 1 heure le pied en prison. Voilà. Que fait le gouvernement, justement, français, belge, suisse, face à tous ces problèmes de pédocriminalité? C'est une bonne question. Ah, ils y travaillent. Hein. On peut pas dire, on va pas tomber dans le complotisme à dire qu'ils font rien et qui poussent les gens à violer des enfants. Toujours faire du complotisme. Voilà. Ces dernières années. Exactement. Dès qu'on se pose la question, dès qu'on va répondre, on va dire oui, vous êtes des complotistes. Nous, on n'est pas des complotistes, on fait très attention à tout ça. Bien sûr qu'il y a des peines, bien sûr que le gouvernement fait des choses. Il y a certains qui vont vous dire oui, mais au gouvernement, quel que soit le pays, il y a des pédocriminels. Il y a des pédocriminels de partout. Donc, on sait que dans certains gouvernements, il peut y avoir des gens qui auraient des attirances avec les enfants. Il y en a dans tous les métiers. Donc, ça, c'est évident. Maintenant, on a l'impression, je veux dire on a l'impression que les peines ne sont pas assez lourdes. C'est certain. Voilà. Je vous pose la question parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de réseau, parce que vous ne vous occupez pas de réseau, en fait, vous vous occupez de pédocriminalité. C'est quoi un réseau? On s'occupe des réseaux. On travaille sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quoi un réseau? Un réseau pédocriminel. Alors, il y a les gens, ils vont vous dire, un réseau, c'est 3, 4, 10 personnes qui violent tous ensemble des enfants. On a eu le réseau d'Angers, c'était une histoire atroce. Voilà, ça existe. Maintenant, effectivement, en open source, sur les réseaux sociaux classiques, on n'est jamais tombé sur 10 personnes ensemble, reliées, qui faisaient ce genre de choses. Mais ils travaillent tous en réseau. Tous quand même. Alors peut-être pas dans l'imaginaire des gens, quelque chose d'énorme. Mais très très souvent, on a des pédocriminels qu'on fait arrêter, qui sont en contact avec d'autres pédocriminels, dans leurs amis, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, où ils ont des amis pédos, et ils s'échangent entre eux des photos. Ça existe. C'est pas le réseau peut-être qu'on espère, entre guillemets, mais ils sont très très souvent en réseau. Alors je vous posais la question, par rapport à cette omerta qu'il y a à la fois du gouvernement, mais à la fois des médias aussi, des médias français, européens, peu importe. On l'a senti surtout quand le film Sound of Freedom est sorti et que tout de suite dans les journaux, dans les magazines, sur les plateaux télé, c'était un film complotiste. Alors que quand on regarde ce film, finalement, il n'y a rien oui, il y a quelques des images de trafic d'enfants, effectivement, qui existent certainement, puisque c'est basé sur des faits réels, mais tout de suite, c'est complotiste. C'est-à-dire, il y a une omerta dès qu'on parle de réseau pédocriminel ou de pédocriminalité à grande échelle, et tout de suite, on peut pas avancer, en fait. Il y a comme une barrière, un mur qui se dresse. Ça fait peur. Comme ça fait peur, et qu'on sait que ça va déclencher, si vous dites que ce film existe, que tout ce qui se passe, ça existe, les gens ont peur de la révolte. Je pense que les gouvernements ont peur peut-être qu'à ce moment-là, le peuple se soulève. Alors, c'est très certainement pour ça, pas qu'on cache en tout cas, parce qu'on sait que ça existe. Il y a quand même des affaires qui sortent dans les journaux, ça existe. Il y a des condamnations, mais qui sont jamais assez importantes. Un peu compliqué quand même, nous, au sein d'une association, d'aller vous dire, oui, il y a des complotistes de partout. Enfin, pas des complotistes, mais en tout cas, que nous, on pourrait être traités de complotistes si on vient vous dire ça. C'est compliqué. C'est compliqué au sein de l'association. Mais il est certain que les gouvernements n'en font pas assez. Là, vous avez l'affaire de Puff Daddy, là, qui commence à sortir des choses. J'ai l'impression qu'on en cache plus que d'autres. Le milliardaire et son île... pareil, voilà, on dit pas grand-chose. Et si jamais on cherche ou qu'on en a un peu plus, on va dire oui, mais vous inventez.
C'est très compliqué d'arriver à parler de ce genre d'affaires sans se faire griller et après ne plus être crédible au niveau des magistrats ou des forces de l'ordre. Évidemment que ça existe, évidemment qu'il y a des choses très graves qui se passent. Ce qui serait déjà bien, j'ai envie de vous dire, avant de critiquer les gouvernements ou les grands de ce monde, ça serait déjà bien que les gens arrêtent de fermer la fenêtre de l'appartement parce que le gamin d'à côté fait du bruit. Allez voir déjà pourquoi le gamin il hurle, avant peut-être d'hurler sur des gouvernements ou d'autres choses. Ça serait bien déjà que tout le monde se prenne en main et qu'on écoute ce qui se passe. Voilà, on est toujours en train de crier sur les autres et au bout du compte, on fait rien pour votre neveu, pour votre voisin, pour des choses comme ça. Regardez déjà tout ce qui se passe autour de vous. Ça veut pas dire qu'ils sont dans le déni. Mais oui, dans le déni, dans le déni complet. Dans le déni complet. Dans le déni, et c'est une des raisons d'être de cette association et de toutes les autres associations de lutte, en tout cas contre la pédocriminalité, c'est à un moment donné de savoir aussi regarder les choses en face, ne plus être dans le déni, mais prendre aussi ses responsabilités. On peut pas constamment accuser le gouvernement, l'État, de ne rien faire quand ça se passe dans nos familles, quand ça se passe chez le voisin. On le voit, on le sait, et puis bon, on n'y va pas parce que ce serait accuser quelqu'un, et puis peut-être qu'on l'accuserait à tort, et puis quel dommage ça ferait, puis peut-être qu'on n'a pas vraiment vu ce qu'on a vu, peut-être qu'on n'a pas entendu ce qu'on a vraiment entendu, et peut-être que ça ne regarde pas en fait, hein, c'est pas chez nous, c'est pas, voilà. Il est gentil, il est gentil ce voisin. Il est gentil ce voisin. Donc, papy aussi, ouais. Et papa aussi, et puis bon, et c'est compliqué, mais on peut pas, on est des citoyens, on est adultes, et il y a un moment donné, il faut pas qu'on attende constamment qu'on nous prenne par la main ou qu'on fasse les choses pour nous. Ce sont nos enfants, les enfants sont les enfants un peu de tout le monde, on est responsable en tant qu'adulte, en tout cas des enfants, et se détourner, c'est quoi alors? C'est se dire, moi j'ai pas envie de voir que c'est trop difficile, je vais laisser l'enfant se débrouiller tout seul. Non, à un moment donné, il faut se mouiller, il faut y aller, il faut regarder les choses en face. Oui, c'est dur, oui, c'est dégueulasse, mais on y va quand même, et puis si on n'a pas les épaules pour le faire, si on veut fermer les yeux, mais on n'accuse personne d'autre en tout cas, parce que c'est une forme, cette passivité peut être aussi quelque part une forme de complicité. En tout cas, on participe, en n'agissant pas contre, on laisse faire. Quand on a commencé l'association, on pensait qu'on allait évidemment avoir que des témoignages de gens qui étaient choqués par la pédocriminalité et qui allaient se battre pour leurs gosses. C'était une évidence même. Et il y a des fois, on tombe des nues. Je vous le citerai pas, mais il y a quelqu'un qui avait fait médaille d'or aux Jeux Olympiques, un Français, pas les derniers Jeux Olympiques, mais ceux d'avant, avec qui j'ai pu longuement converser, et qui un jour s'est confronté à ses parents. Il avait été abusé, violé par son entraîneur, et un jour il a eu, on va dire, le courage d'aller voir ses parents et leur dire: oui, aujourd'hui je sais que vous saviez que j'étais violé par mon entraîneur. Je comprends pas que vous m'aviez pas défendu. Et ses parents lui ont répondu: si on avait dit quelque chose, t'aurais pas été médaille d'or. Voilà. J'ai une maman, pendant le Covid, sa petite fille de 4 ans ou 6 ans, je ne saurais plus vous dire, a été abusée par quelqu'un qui faisait des travaux chez elle. On a pu faire arrêter la personne, monsieur est en prison, hein, on parle vraiment d'un viol sur une enfant de, je dis 4 ou 6 ans, je ne saurais plus exactement. Quand on rappelle la maman, on rappelait le Covid, c'était compliqué, hein, le masque, on doit se voir, pas se voir, ça a été tout un cirque. Donc j'ai un très bon contact avec des gendarmes qui me disent qu'ils attendent la maman pour la plainte et ainsi de suite. Et quand j'ai la maman au téléphone, elle me dit: attendez, parce que je réfléchis quand même, hein. Si je porte plainte, il voudra peut-être plus finir les travaux après. Donc voilà, et ça c'est un cas parmi je ne sais pas combien. Les gens ne prennent pas conscience de ce qui se passe. Oui, c'est vrai que Parrain, il était un peu ivre ce jour-là et qu'il a peut-être fait des choses pas très chouettes. Mais Parrain, il t'a quand même payé ton permis de conduire. Tu sais combien ça coûte un permis de conduire aujourd'hui? Voilà ce qu'on entend à des gosses. Tonton, enfin, pas bien, hein, je parle que de la famille, mais il n'y a pas que la famille. Ok, tonton, il t'a fait des choses pas très chouettes. Je te rappelle quand même à Noël, chaque année, on est 30. Hein. On est tous réunis. Est-ce que tu veux qu'à cause de toi, on ne puisse plus venir? Voilà, comme il y a des gens qui réagissent. C'est pas tonton qui doit plus venir, c'est l'enfant qui doit plus venir parce qu'il a accusé tonton. C'est vrai ce qu'il a fait, tonton, mais ce week-end, on va à Europa Park, à Disney, à voir Astérix, on fera autre chose, et puis tu vas oublier, essuie tes larmes, on passe à autre chose.
Le problème, c'est que prochaine fois qu'il boit, tonton, parrain ou je ne sais qui ou je ne sais qu'est-ce, il recommencera. Hein. Et ça, les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'en mettant une chape de plomb là-dessus, on passe à autre chose, c'est pas grave, la petite va guérir, et puis comme ça, voilà. On va pas être montré du doigt. Ah, c'est eux, la famille dont le gosse a été violé. Ouais, mais c'est vous aussi, la famille qui a défendu le gosse qui a été violé. Voilà. C'est de ça qu'il faut parler. Il faut défendre nos enfants. Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas dire les choses à tort. Il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a des procédures très très strictes, nous, au sein de l'association. Mais dans la majorité des cas, quand un enfant parle, il raconte pas des bêtises. Hein. Il sort pas ça d'un dessin animé. Hein. Il se passe des choses. Donc il faut écouter nos enfants. On se doit de protéger nos enfants. Ou alors c'est qu'on n'est pas des adultes. Oui, plus que le déni, il y a probablement aussi une grande part de sidération. Quand je me mets à la place d'un parent dont l'enfant vient témoigner d'un abus, c'était qui là, le parrain? Allez, le parrain, il s'est passé ça, voilà, à Noël, à mon anniversaire, la soirée pyjama, enfin peu importe. C'est aussi quelque part imaginer ce qui est arrivé à cet enfant. C'est devoir se le représenter. Et je crois que pour la majeure partie des gens normaux, en tout cas sains, c'est très très difficile de se représenter ça. Donc ça ne peut pas exister. C'est pas possible qu'il te soit arrivé ça, c'est impossible. Tu l'as forcément tiré de quelque part, tu as entendu, tu as vu quelque chose. Et puis surtout, quand c'est intrafamilial, c'est se dire aussi qu'une personne avec qui on vit, une personne qu'on aime, une personne avec qui on a grandi est capable de faire ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, c'est à la fois terrible ce que vous êtes en train de dire et c'est une triste réalité. Et moi, ça me fait tout de suite penser à Andrea Bescon avec sa pièce de théâtre et son film Les Chatouilles qui a vraiment bien décrit ça. Et je pense qu'on a encore quelques années pour libérer la parole parce que les gens, oui, du déni, de la sidération, mais sans doute de la peur aussi parce que quand on donne des prétextes tels que le cadeau, le permis de conduire, des choses, c'est qu'il y a une peur derrière. Hein. Et puis, il faudrait que les gens s'aperçoivent que l'enfant, c'est la victime. Il n'est pas coupable, en fait. C'est ça. C'est depuis très récemment, d'ailleurs, que la parole de l'enfant est prise au sérieux. En tout cas, dans ce genre de témoignage, la parole se libère. Aujourd'hui, c'est encore un problème, mais c'est moins un problème qu'avant, c'est moins tabou. La parole se libère. Ce sont les yeux qui ne s'ouvrent pas. Voilà. Et les gens réfléchissent encore quand un enfant a été violé, au même titre que quand une femme ou un homme est violé, ça arrive. En tout cas pour les femmes, on entend, et comme les enfants, on entend souvent dire, oui, mais elle est habillée comment? T'as vu comment tu l'habilles, ta gosse aussi, à chaque fois, 8 ans, elle est toujours en robe. Ouais, 8 ans, une petite fille, elle est en robe. Donc on entend ça, hein. Après, faut pas s'étonner. Mais non, si, il faut s'étonner. C'est quoi ces conneries? Protégez vos enfants. C'est la protection, c'est l'enfant. Le coupable, c'est celui qui a violé. Et la victime, c'est l'enfant. C'est pour ça que c'est très important, quand au tribunal, on accompagne aussi des familles qui pour en tout cas se porter partie civile auprès d'eux, quelle que soit la peine, si le juge dit à l'enfant, vous êtes une victime, même si le gars ne part pas 30 ans en prison, quelle que soit sa peine, quels que soient les dommages et intérêts, si l'enfant déjà entend de la société, oui, tu es une victime, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et c'est ce qu'il faut donner à nos enfants, de l'amour. Et si l'enfant a été agressé, bien lui faire comprendre que c'est une victime. On n'a pas à cacher nos victimes. On va pas les mettre en avant. Ils sont pas devenus des héros parce qu'ils ont été abusés. Mais en tout cas, on se doit de les protéger et de les aider. Voilà. Et de les aimer. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il y a une forme de distorsion cognitive comme ça qui ne touche pas que les pédocriminels d'ailleurs, qui touche un peu toute la société et qui permet d'imaginer que peut-être si la situation s'est présentée, c'est que l'enfant a provoqué.
par sa tenue vestimentaire, par des mots, peut-être qu'il a demandé, peut-être qu'il a posé des questions, peut-être qu'il a touché même. Et ça minimise, ça justifie du coup quelque part un peu le passage à l'acte pédocriminel, et ça minimise la responsabilité de l'adulte qui a abusé d'un enfant. Et on est tous un peu pris dans ce truc-là, sans compter la question du consentement évidemment. Peu importe en vérité le comportement de l'enfant, peu importe ses mots, peu importe ses gestes, peu importe sa tenue, peu importe sa demande, la réponse de l'adulte doit être adaptée au comportement de l'enfant. C'est à l'adulte de protéger l'enfant, peu importe que ses propos ou ses gestes aient été déplacés. L'enfant n'est pas capable de supporter une telle sexualité, une telle demande. L'enfant va poser des questions, il va toucher des limites. Quand il est avec un adulte de confiance, c'est à l'adulte de répondre à cette confiance-là, de façon adaptée. Merci à tous les deux. En tout cas, merci pour tout le travail que vous faites dans la protection de l'enfance. Merci d'avoir été mes invités, en tout cas. Et puis, je sais, Cédric, que vous êtes pressé par le temps, alors je vais quand même vous libérer parce que pour un procès. Vous avez un train à prendre. En tout cas, merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup de relayer, en tout cas, ce qu'on fait et que les gens comprennent bien. C'est des procédures très strictes, mais on ne fait rien que d'autres pourraient faire. C'est pas compliqué, il faut juste être dans les clous et on réussit à faire arrêter énormément de personnes, mais on réussit surtout à protéger énormément de gosses. Merci. Merci beaucoup. Merci, invité à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir. Merci.